t'as vu, c'est bien. On s'est mis derrière le bureau. T'as vu, t'as pas à faire les miettes, à virer les restes du petit déjeuner, mettre le bol qui traîne dans le lave-vaisselle aujourd'hui parce qu'on s'est mis derrière le bureau. Et c'est mon œuvre des vacances de Noël. J'ai rapatrié mon bureau de fakir. C'est un truc que je voulais faire depuis un bail. Mais c'est rare qu'on ait du temps comme ça. Il fallait que je vire le tapis de jeu des enfants avec les Playmobil. Bon, j'ai fait un grand nettoyage dans la baraque. Et c'est pas n'importe quel bureau, tu sais, puisque c'est le bureau de Maurice Kriégel-Valrimont. Alors, je rappelle qui est mon héros. C'était l'un des dirigeants de la résistance française, des forces françaises de l'intérieur, l'une des 3 grandes têtes de la résistance armée, avec, on va rappeler les autres aussi, Jean de Voguet, Pierre Villon, et donc Maurice Kriégel-Valrimont, et j'avais eu la chance de le rencontrer. Kriégel, c'est le bonhomme qui, à la Libération, derrière le général Leclerc, et sur l'automitrailleuse quand est fait prisonnier le général von Choltitz à la libération de Paris en août 1944. Donc tu vois, il appartient à l'histoire. Et moi, je suis vachement fier, c'était mon copain. Il m'appelait comme ça, tu vois. Tu peux avoir des prix Nobel, mais tu peux avoir aussi un mec qui t'appelle mon copain. Et donc, sa fille, quand il est décédé, m'a laissé son bureau avec, tu vois, des petits ustensiles. Lundi 24 janvier, c'est pas à jour. Donc, attends, comment on fait ? On tourne ça comme ça, hop, mardi 25 janvier, tu vois. Bon, voilà, le papier à lettres, machin. C'est bizarre, mais je sais que c'est comme un symbole, tu vois. T'as le bureau de Maurice Kriégel, ça veut dire que tu viens prolonger une histoire. C'est pas seulement l'histoire de la résistance, c'est pas seulement parce que il a été député, lui aussi, en Lorraine, député communiste, puis viré par le Parti communiste. Et je dis, je l'aime bien pour ces 2 raisons-là, mais aussi parce que quand tu parlais avec Maurice Kriégel, j'ai fait un bouquin avec lui d'ailleurs, tiens, hop, ils nous ont dit vous êtes fous. T'avais une histoire en face de toi, tu sentais que c'était un homme des Lumières, qu'il était traversé par 89, qu'il avait fait le Front Populaire, et donc voilà. Et je sais que on n'est pas des poissons rouges sans passer, et on vient prolonger une histoire, et symboliquement ce bureau. Alors on m'a dit ouais ça fait un peu médecin. 3e République, là on vient en consultation, là, vous souffrez de quelque chose, monsieur Bourrier? Ou alors, ça fait sénateur. Et justement, parce que dans mon petit marocain, là, tu vois, j'aime bien, c'est mes petits cadeaux de Noël, j'ai mon courrier au sénateur, au président de la commission d'enquête sur la concentration des médias, monsieur Laurent Lafont, et à monsieur le rapporteur David Assouline, puisque jeudi dernier, Bernard Arnault a été auditionné sous serment par cette commission. Or, il a menti. C'est un faux témoignage. Au moins sur 2 points me concernant, et puis après on pourra regarder tous les points qui ne me concernent pas. Mais il dit que j'ai voulu venir en Assemblée Générale pour l'enfariner. Ça fait 22 ans que je suis un activiste, 22 ans que je suis un journaliste. Je n'ai jamais usé que d'une seule arme, qui est la parole, le verbe, qu'il soit oral ou écrit, tu vois. Et même les actions à base d'œufs et de farine, je n'ai pas pratiqué, ni l'entartage, tu vois. Donc, je pense que c'est presque diffamatoire. Bon, voilà, bon. Et puis surtout, sur le fond du dossier, il dit que LVMH et lui-même n'ont aucune responsabilité dans l'espionnage dont Fakir et moi-même avons été l'objet par Squarcini et compagnie. Bon, enfin, les écoutes démontrent que c'est un déni de la réalité. Évidemment, ça a été commandé par LVMH. Bon, donc là, on est vraiment dans le faux témoignage. Il y a un tel déni de réalité chez Bernard Arnault que ça témoigne d'un truc pour moi qui est l'hubris. L'hubris, tu sais, c'est dans la tragédie grecque, c'est la démesure. C'est Oedipe quand il commence à se prendre pour un dieu. Pourquoi? Parce que là, sous serment, devant une commission d'enquête, il vient nier l'évidence. Pourquoi? Parce qu'il a tellement l'habitude de pouvoir acheter la police, de pouvoir acheter la justice, il se dit, bon, c'est pas les sénateurs qui vont m'embêter. Tu comprends? Et donc, finalement, à un moment, le problème dans la tragédie grecque, c'est que l'hubris, elle conduit à faire des erreurs. Et à la chute. Il y a une vertu, parce que je ne souhaite pas, bien sûr, de mal au camarade Bernard, mais qui a une vertu, c'est de faire remettre les pieds sur terre. Et on attend le moment où on viendra faire remettre les pieds sur terre à tous ces milliardaires qui se croient au-dessus de la nation et au-dessus de ses lois. C'est comme si ils étaient tellement perchés sur une montagne d'or
qu'ils passaient au-dessus du ciel, ils accédaient à l'Olympe et ils planaient au-dessus du pays, au-dessus des hommes, au-dessus de nos lois, et que ça ne les concernait plus. Bon, et donc là aussi, parce que quand ils énoncent des mensonges, tu vois, au fond, ils répètent tellement leurs mensonges, et il y a tellement peu de personnes pour les contredire, que leurs mensonges finirent par devenir la réalité. Genre, le point de départ de la fortune de Bernard Arnault, c'est un mensonge aux ouvriers, où il vient dire « Je vais sauver votre entreprise et je vais vous sauver ». Finalement, il licencie tout le monde dans notre coin, Boussac-Saint-Frère, et il garde que Dior. Mais comme l'histoire, il l'a réécrite et qu'on oublie ça, son mensonge, c'est-à-dire son trait de génie, il aurait créé une idée du luxe et tout ça, eh ben, ça finit par devenir la réalité. Ben, on va essayer d'être ceux qui crèvent la bulle de ces mensonges, tu vois. J'ai demandé à être auditionné pour témoigner aussi de la censure dont on peut faire l'objet, des confrères journalistes qui ont subi des pressions nettement plus sévères que moi par LVMH et Bernard Arnault personnellement, et peut-être pour offrir un tableau d'ensemble de ce que produit sur la vie démocratique d'un pays, sur le reflet social qui en est donné, la concentration des médias entre les mains d'une poignée de milliardaires. Je ne vais pas en dire plus parce que je voudrais réserver l'essentiel de ma déclaration pour les sénateurs eux-mêmes, dont j'ai confiance, qui seront volontaires pour m'écouter. Après, je pense qu'il y a un enjeu autour de tout ça, c'est l'écriture de l'histoire. On est toujours dans l'histoire, tu vois. C'est-à-dire, est-ce que de Bernard Arnault, il restera sa fondation Louis Vuitton, le musée, son amour de l'art, un truc un peu éthéré comme ça, et son goût pour la France, le luxe, il a été un mécène de l'hôpital, y compris. Bon. Ou bien ce qui restera, c'est il a fraudé le fisc, il fait héberger son yacht, je sais plus, c'est à Malte, ou bon, voilà. Et en plus, il a trompé les ouvriers, les employés de la Samaritaine. Est-ce qu'il va y avoir des tâches sur son portrait pour l'avenir? Je pense qu'on travaille pour écrire l'histoire et faire que l'histoire soit pas écrite que par les vainqueurs et par les puissants. Bon, dans le genre mensonge, mais mensonge répété qui pourrait bien devenir une réalité, t'as Bruno Le Maire ce matin qui te dit « Le pass vaccinal protège les restaurateurs car il évite les contaminations et permet de rester ouvert ». Bon, je veux dire, là on sait très bien aujourd'hui comme on a le pass vaccinal qui entre en vigueur en même temps que les allègements annoncés, c'est quand même une situation qui paraît paradoxale. Je vais insister sur ce paraît, mais qui paraît paradoxale en apparence, avec d'un côté, on te resserre la vis, et de l'autre côté, on te dit, on allège. Ça n'est contradictoire qu'en apparence. Ça n'est un paradoxe qu'en apparence. Car en vérité, le pass vaccinal n'est pas sanitaire, on l'a déjà dit, mais là on en a la preuve, c'est un pass disciplinaire. Il s'agit de punir les réfractaires et de banaliser le contrôle, voire l'autocontrôle. Ce qui est en jeu dans tout ça, pour moi, c'est le contrôle du corps social et le contrôle du corps tout court. Tu vois, ça passe par des petits trucs. T'es dans la rue et t'as un policier qui te dit « votre masque ». Parce que t'as pas bien le masque qui est relevé sur le nez. Ça veut dire que tu autorises la police à venir sur des points de détail de ton corps, te remettre en place. Mais au fond, on le fait nous-mêmes. Tu vois, quand tu vas croiser une personne, tu relèves ton masque, tu sais pas comment elle se positionne. Enfin, et donc, on est dans une autodiscipline qui passe par des petits détails et des réflexes comme ça. Je veux dire, à quel moment intervient ça? À quel moment de notre histoire? On a eu juste avant la crise Covid, on a eu le moment gilet jaune. Qu'est-ce que ça a été le moment gilet jaune? Ça a été un moment du retour du corps, mais même des corps qu'on ne voyait plus, dans l'espace public, pour s'en saisir, pour faire bloc, pour aller poser les cabanes, pour ralentir les flux. Et ça a été finalement le retour d'un corps social qui faisait faire obstacle au pouvoir et obstacle au capital, qui veut que les capitaux, les marchandises et les hommes circulent tous azimuts, tu vois. Je pense que nous, notre camp, il n'existe que par les corps.
c'est le seul obstacle qu'on a. C'est le corps de la barricade, c'est le corps de la manifestation, c'est le corps du meeting qui fait qu'on est nombreux tous ensemble et qu'on éprouve une force. Et donc, en face, la bourgeoisie, enfin qu'on appelle ça comme on veut, son intérêt, c'est à l'inverse d'atomiser. Donc, sur les Gilets jaunes, pour retourner à l'atomisation, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont eu une pratique un peu brutale et un peu datée, qui est de sortir la matraque, sortir les lacrymos, sortir les LBD, de faire que y a des bras qui sont tranchés, il y a les bulldozers qui viennent renverser les cabanes, et tout le monde rentre chez soi avec la peur. Voilà, bon, c'est un peu... c'est voyant comme truc, ça peut pas tenir dans la durée. Et donc là, le Covid vient... Je ne dis pas qu'ils ont inventé le Covid du tout, je ne veux pas qu'on soupçonne ça. Je reprends la phrase de Cédric O qui dit « Cette crise offre l'opportunité d'une transformation plus volontaire encore ». Cédric O, secrétaire d'État au numérique, et ce n'est pas un hasard. Parce que cette opportunité, ils vont la saisir pour atomiser. Ça commence par rester chez vous. Alors qu'on sait maintenant que c'est dehors qu'on a le moins de chances de se contaminer. C'est la distanciation sociale qui est imposée. C'est vous ne devrez pas être plus 6. C'est l'espace public qui est vidé, tu vois. Or, ça va se mêler en plus avec l'instauration du numérique. C'est le QR code, c'est le contrôle partout. Là, il faudrait relire Surveiller et punir de Foucault et y ajouter un chapitre. De mémoire, comme ça, j'ai pas pu relire le bouquin, mais tu vois, c'est l'histoire de la domestication du corps paysan pour faire que par des institutions disciplinaires qui sont l'école, l'armée, l'usine, on ait un corps et un corps social qui soient opérationnels à l'ère industrielle. Enfin, peut-être que je brode, hein, mais bon, voilà. En gros, et aujourd'hui, eh bien, on domestique le corps et on l'atomise à l'ère numérique. Et c'est le sens, pour moi, profond du pass vaccinal. Je retiens une phrase. Alors, je ne sais pas comment on prononce. Lin Junyu, tu sais qui c'est? C'est l'inventeur du crédit social en Chine. Tu vois, hein? Et il a eu cette phrase, il a dit « Si vous aviez eu le système de crédit social, vous n'auriez jamais eu les gilets jaunes. » Voilà. Ce qui est instauré là, avec le contrôle partout de tous par tout le monde, c'est un système de crédit social et qui doit venir essentiellement éviter un nouveau mouvement gilet jaune. Pourquoi? Parce que je veux replacer ça dans un temps plus large encore. On est dans ce temps de détachement de l'idéologie dominante. Les gens croient plus à croissance, concurrence, mondialisation, ils croient plus à tout ça, mais en plus, on voit bien que le système est en train de nous conduire à notre perte écologique. Donc, il y a une confiance dans le dirigeant qui se délite. Donc, les dirigeants parviennent plus à diriger, c'est-à-dire à nous entraîner par la confiance, à nous entraîner par l'enthousiasme, à nous entraîner par, tu vois, des affects positifs. Ils se transforment en dominants purs, c'est-à-dire en faisant usage de la force de coercition. Je te récite du Gramsci, là. Mais, c'est-à-dire qu'au fond, comme le temps leur échappe, ils resserrent. Tu vois, comme du sable que tu voudrais tenir. Bon, et donc on est dans ce temps de resserrement, ils resserrent les mailles du filet, et donc ça a été dans un premier temps de manière visible avec la brutalité sur les gilets jaunes, et là c'est dans un deuxième temps par l'instauration de contrôles numériques qui sont amenés à durer au-delà de Omicron et compagnie, tu vois. Puisque j'en suis au numérique, mais c'est d'un même mouvement, l'atomisation des gens chacun chez eux. Tu sais, on parle de dématérialisation. Il ne faut pas utiliser ce mot-là. Parce que la matière, elle ne disparaît pas. Quand tu as un ordinateur, il y a de la matière. Internet, c'est de la matière. Tout ça réclame énormément d'énergie. Ça réclame d'ouvrir des mines en Afrique. Enfin, tu vois, il y a de la matière derrière tout ça. En revanche, c'est une déshumanisation. Il n'y a plus d'humain en face. Là, en ce moment, je fais le tour des associations, des maires, pour souhaiter mes vœux. Bon, hier, on était à l'Étoile. De quoi il nous parle le maire et ses adjoints, on n'arrive plus à avoir personne quand on a des soucis à régler, même au téléphone c'est compliqué. Mais alors le témoignage le plus probant c'était Jacqueline du Relais Social, donc une association d'Amiens Nord à côté ici, qui me dit
Le gros point noir aujourd'hui, c'est que tout doit passer par Internet. Il n'y a plus d'humain nulle part. Les pires, c'est la CARSAT. À l'Étoile, il nous disait aussi, c'est-à-dire quand on doit faire son dossier de retraite. Impossible d'avoir un contact, un numéro de téléphone. On est obligé d'envoyer des recommandés à une boîte postale à Ville-d'Alsace. On n'a jamais de réponse. Vous imaginez pour des gens qui ont du mal avec l'informatique, des personnes âgées avec des petites retraites, le niveau de complication. Et il faut payer les photocopies, les timbres, un recommandé à 7 € chaque fois, c'est pas possible. Alors il baisse les bras. Et elle nous racontait l'histoire d'une dame là qui avait droit à sa retraite, mais ça fait 6 mois qu'elle y a droit, mais elle touche rien parce que c'est trop compliqué pour elle. Et alors elle parle de personnes qui dit bon, ils font par téléphone, ils essayent, mais ils mangent leur crédit pour appeler des standards vocaux où ils doivent taper un, taper deux. Et au final, il n'y a pas d'écoute, pas de solution. Déjà qu'ils sont à la marge, avec cette tendance à l'informatique, ils vont l'être encore plus. Parce que ce qui est bizarre, c'est que c'est pas bizarre en fait. C'est une exclusion par la technologie. Et ce sont les plus précaires qui ont le moins d'outils informatiques et le moins de formation à ça, qui vont avoir à faire tous les jours, ou toutes les semaines du moins, des démarches numériques, tandis qu'il va rester de l'humain pour les riches, ou des assistants pour faire ce boulot-là, tu vois. Et elle dit, il faut vraiment remettre des guichets avec des gens en face, à la préfecture, à Pôle emploi, à la CAF, à la Sécu, et pour qu'on puisse vraiment accompagner les gens. Je pense que c'est une mesure politique, tu vois. Vraiment, aujourd'hui, il devrait s'imposer dans la campagne présidentielle qu'il faut remettre des gens, qu'il faut de l'humain, et que dans tous les grands services publics et dans toutes les grandes entreprises... Tiens, regarde. Ça, c'est un truc que j'aime bien montrer. C'est des cartes. Des cartes, tu vois, 52 cartes. Bon. Là, c'est quoi? C'est des cartes EDF, GDF. C'est des numéros de téléphone à 6 chiffres. Donc, j'ai regardé, ça doit dater du début des années 90. Et là, tu as 4 agences dans le coin. Tu as Amiens, Arras, Albert, Abbeville. Aujourd'hui, pour le gaz, tu n'as plus une seule agence dans toute la France. Et même quand tu appelles des centres d'appel, tu te retrouves de l'autre côté de la Méditerranée, quoi. Bon. Donc, pourquoi c'est pas un thème politique? Pour 2 raisons, je pense. Une première raison, c'est que c'est comme si la technologie, on n'arrête pas le progrès. Et comme si c'était hors dehors du politique. Or, il y a la nécessité que le politique régule la technologie. C'est-à-dire à quel rythme on le fait advenir dans nos vies et pourquoi faire. Bon, aujourd'hui, il y a comme un renoncement du politique à ça. Et je pense qu'il y a une autre raison, c'est que les politiques, ils ne sont pas confrontés. Ils ont des tas d'assistants dans tous les sens, et comme tous les dirigeants d'entreprise et tout ça, pour faire ces trucs-là à leur place. Moi, j'ai réussi un deuxième exploit pendant mes vacances, c'est à changer mon truc Internet. Alors, j'étais chez SFR, ça faisait des mois que ça marchait pas, et il y a eu le match contre les All Blacks de rugby. Punaise, je me retrouve avec mon fils, on doit regarder, comme la télé marchait pas, on doit regarder sur mon téléphone portable, tu vois, sur un écran minuscule, ce match magnifique. Bon. Alors là, j'ai décidé de m'activer et quand même de changer d'opérateur. Mais ça a été la croix et la bannière. J'aurais dû prendre des notes plus. Alors, la vérité, c'est que j'ai le numéro du directeur régional de SFR. J'ai le numéro du directeur régional de Orange. Enfin, je les ai tous. Si je veux, je peux les appeler, on envoie quelqu'un chez moi et mon problème est réglé. Bon, j'ai choisi de ne pas agir comme ça à titre d'expérience, mais j'aurais dû prendre plus de notes. Qu'est-ce qui se passe? Je dois envoyer une lettre recommandée pour annuler mon abonnement. Sauf que sur Internet, il n'y a pas l'adresse de SFR auquel envoyer parce que c'est marqué sur le site Internet. Comme notre adresse change souvent, eh bien vous comprenez qu'on l'a même pas, donc il faut nous appeler. Alors, j'appelle, déjà t'attends longtemps, et tu tapes des 1, des 2, des machins, et puis comme je suis chez Red SFR, on me dit que je bénéficie d'un accompagnement numérique. En fait, ça veut dire surtout que je ne bénéficie pas d'un accompagnement vocal, parce que je dois avoir un abonnement qui a une espèce de sous-abonnement. Bon, bref, je me retrouve dans un espèce de labyrinthe. Heureusement qu'on est venu m'aider, tu vois, j'ai une copine qui est venue m'aider, parce qu'ils ont des robots maintenant, tu peux poser des questions par robot. Bon, bref, j'étais complètement paumé, j'avais l'impression de me trouver à l'intérieur d'un labyrinthe. Finalement, il y a un gars de chez Orange qui est passé, parce qu'en plus, j'ai découvert, j'ai pas la fibre. Tu vois, je pensais, vu qu'on installe la 5G là, je pensais qu'au moins, dans une grande ville comme Amiens, tout le monde avait la fibre. Je découvre que j'ai pas la fibre. Alors, la rue là, elle a la fibre, mais il y a que moi et l'immeuble à côté qui n'ont pas la fibre. Bon, d'accord?
Donc il est passé parce que mon boîtier ADSL était déconnecté. Et finalement, en ce moment, j'ai toujours pas la télé. J'ai Internet. Tu vois, c'est bon. Enfin, ce matin, ça marche pas. Je sais pas pourquoi. On va réessayer. Mais j'ai toujours pas la télé. C'est grave parce qu'il y a le tournoi Destination qui approche. Mais bon, et si tu veux, tu vois, hier, on va au marché du pigeonnier. L'un des trucs qu'on nous raconte, c'est quoi? C'est cette déshumanisation-là sur les bus. Pourquoi? Parce que maintenant, on ne peut plus acheter son ticket dans les bus. Mais en plus, il n'y a plus de monnayeur sur Amiens Nord et il faut une carte bancaire. Et il y a des tas de gens qui n'ont pas une carte bancaire. Tu vois? Donc, on nous explique qu'ils doivent opérer une forme de gymnastique entre aller chercher un ticket au centre-ville ou alors prendre le bus sans ticket et se choper une amende. Alors, la fille connaissait, Mélanie, qui est une copine, connaissait les tarifs par cœur. Je crois que c'est 35 € la première amende. Ça monte rapidement à 90. Et ensuite, ça stagne un moment à 120 €. Puis après, ça doit être les huissiers, quoi. Mais bon, remettre de l'humain aussi pour la distribution des tickets de bus. C'est sur le marché du pigeonnier que j'ai acheté le mug d'Alida. C'est pour ma fille. Et le pull, alors il y en a un deuxième pull, je suis pas très content parce que il est filoché, je vais aller le rendre. Le gars a dit qu'il était ok pour le rendre. Sinon, page culture, je suis allé voir Ouistreham. Alors, le quai de Ouistreham de Florence Aubenas, je l'ai pas là, mais c'est un incontournable. On doit lire le quai de Ouistreham de Florence Aubenas. À la fois sur le plan du reportage littéraire, c'est au moins égal au quai de Vigan, qui était le bouquin qui a dû inspirer Aubenas de Orwell, à mon avis. Enfin bon, voilà, c'est un très grand livre. Et c'est un très grand livre social aussi, puisque là, on est plongé dans le quotidien des femmes de ménage, mais dans un quotidien populaire, jusque les difficultés à se faire réparer les dents, non pas seulement pour trouver un dentiste, comme on nous l'explique dans le coin, mais aussi parce que comment on va payer le complément, enfin voilà. Et donc, bon, c'est un livre très 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 puissant. Par exemple, l'anecdote des dents, elle n'est pas dans le film. Je veux dire que le film, d'un côté, je pense que c'est bien que ça existe, il faudrait faire entrer ça au cœur de la campagne présidentielle. Tu vois. Donc, si c'est utile à ça, tant mieux. Maintenant, en même temps, je vois comment le livre était un livre qui était vraiment tourné vers les autres. Aubenas, elle se racontait pas tant que ça elle-même. C'est vraiment une plongée dans un univers populaire. Tandis que là, le film, il regarde beaucoup plus la journaliste qui pleure, qui est émue, qui se raconte, qui risque d'être découverte. Et c'est pas le sujet. C'est comme si dans le film, le sujet restait la bourgeoisie ou tu vois la classe intermédiaire et non pas les femmes elles-mêmes. Alors en cinéma, dans mes documentaires, j'essaye de produire ce que j'appelle un cadrage par-dessus l'épaule. C'est-à-dire c'est en effet à travers moi qu'on regarde, je suis le narrateur et le fil conducteur, mais ce qui doit être regardé, c'est l'univers social en face, et en essayant d'avoir moins de moments où c'est moi qui deviens le sujet, tu vois. Et là, dans le film, je trouve qu'il y a beaucoup de moments qui produisent ça. Il n'en reste pas moins que c'est émouvant, c'est utile. Juliette Binoche est tout à fait crédible dans son personnage. Enfin voilà. Mais se pose une question pour moi. Ça fait 12 ans, donc je crois que c'est en 2010 que le bouquin de Aubenas est paru. Ça n'a pas changé. À l'époque, elle est passée sur France Inter, elle est passée, elle a fait la une de l'Obs, enfin de toute la presse éduquée, tu vois. Et pourtant, les éduqués qui tiennent le pouvoir n'ont pas décidé de changer ça. On va terminer sur une explication donnée par Maurice Kriegel-Valrimont, puisque dans l'après-guerre, je lui dis, vous avez décidé de faire la sécurité sociale, les retraites, à un moment où il n'y avait plus de ponts, les bâtiments étaient détruits. Il dit, oui, on l'a fait. Et il dit ceci. Ça veut dire une chose d'une simplicité puérile. Les gens qui vivent sur le dos des autres, les gens qui bénéficient du travail des autres, les gens qui exploitent les autres, ils n'ont pas de scrupules. Ils sont capables de charité, mais le fond de leur attitude est de croire que, pour vivre, pour que l'humanité fonctionne, il faut qu'il y en ait qui profitent et d'autres qui subissent. Je suis allé acheter mon petit meuble là pour porter l'imprimante chez Emmaüs samedi. Et donc il y a le portrait de l'abbé Pierre qui est en graffiti sur un mur. Et il y a le slogan « Ne jamais subir, toujours agir ». Et là il dit, voilà, Kriegel il dit, il y en a qui profitent et d'autres qui subissent. Ceux qui profitent, c'est Arnaud et compagnie.
c'est les détenteurs des médias, c'est ceux qui ont aucun intérêt à ce que les femmes de ménage et toutes les autres, et tous les autres, soient payés correctement, puissent simplement se loger, se soigner, s'habiller, se nourrir dans notre pays. Tu vois, l'espèce de... Et surtout, s'éduquer et offrir un avenir à leurs enfants. C'est la grande angoisse en général. Et donc tout ça, il faut continuer à l'arracher parce que Bernard Arnault, il ne va pas le donner de lui-même. Et pour l'arracher, il ne faut pas subir. Il faut agir. Bon, voilà. Là, en tout cas, il nous reste aussi, c'est le volet élection, parce que pour moi, ça compte. Il nous reste 75 jours pour faire que celui qui est à l'Élysée, ça change pas tout, mais quand même, ça soit pas un homme qui est entre les mains de l'argent, mais qui soit pour les gens, quoi. Et donc, voilà. Il y a ça à faire basculer là. Puis derrière, il faudra continuer à agir pour que même si c'est un des nôtres qui est à l'Élysée et puis les nôtres qui occupent tous les ministères, ça pousse pour qu'ils changent le quotidien des femmes de ménage de Ouistreham. Tu vois, tu pourrais presque créer un espèce de baromètre Ouistreham, quoi, qui fait que on irait voir tous les ans comment elles vivent. Et est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien? Tu vois, t'as tous les jours les résultats du CAC 40, c'est devenu un peu moins obsessionnel que quand j'étais jeune, mais quand même. T'as le taux de croissance, t'as des chiffres qui te sont donnés, t'as la météo. Il faudrait une espèce de météo sociale qui fasse que tous les jours, on te dise, Madame Machin, finalement, elle a pu aller chez le dentiste aujourd'hui, tu vois. Quand Hollande a parlé des 100 dents, c'était juste comme constat. Mais simplement, si t'es de gauche, si tu veux le bien des gens, c'est comment tu fais pour qu'ils puissent aller chez le dentiste, comment tu fais pour qu'ils soient soignés. Moi, j'en veux pas à Hollande à l'époque d'avoir fait ce constat, y compris sur un ton un peu cynique. Mais en revanche, c'est, bon sang, t'es président, qu'est-ce que tu vas faire pour que ça change? Bon, ne jamais subir, toujours agir. Et là, on a 75 jours pour agir, porte après porte, quartier après quartier, ville après ville, papa. Bon, Sylvain, je te laisse te débrouiller avec ça. D'accord? Non, on retournera dans la cuisine quand même de temps en temps parce que je sais que sinon vous allez être habité de nostalgie. Donc, la nostalgie, elle doit pas être que pour Dalida, quoi.